Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Réveille-toi pour reconnecter à votre essentiel en éveillant et réveillant des dimensions encore insoupçonnées en vous. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir un ancien médecin diplômé en cancérologie clinique et spécialiste des médecines naturelles, également conférencier, formateur et auteur de nombreux livres à succès. Il vient nous parler de la révolution de l'amour. Son dernier ouvrage aux éditions Très Daniel, très en lien avec l'actualité de notre monde d'aujourd'hui. Bienvenue Luc Baudin. Merci Valérie et puis bonjour à tous. Heureux encore de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une émission spéciale sur ton dernier ouvrage, La Révolution de l'amour. Je le montre à l'écran puisque nous aurons le podcast et la vidéo aux éditions Très Daniel. Donc je suis ravie de te recevoir aujourd'hui Luc parce que c'est quand même un sujet extrêmement important de nos jours, on est d'accord? Alors on va commencer par la question rituelle de l'émission si tu veux bien. La question rituelle, c'est j'aimerais savoir quel a été ton plus grand réveil. Mon plus grand réveil. Mon plus grand réveil. Question redoutable. Oui. Question redoutable parce qu'en fait, j'ai l'impression que ma vie est faite de petits éveils les uns après les autres qui m'ont conduit à ce que je suis aujourd'hui, à regarder un petit peu le monde autrement. Mais j'ai pas. Il y a eu des moments comme on se plaît à appeler maintenant les points bascules où ma vie a basculé, a changé radicalement. Mais l'éveil proprement dit, c'est arrivé par un cheminement plus que par tout, parce que ce que je m'aperçois aujourd'hui, c'est même tout ce que j'ai vécu au niveau de l'enfance, etc. Tout m'a permis ce cheminement et j'aurais vraiment pas un endroit plus spécifiquement à dire là. C'est là que j'ai eu l'illumination, la compréhension, etc. C'est plein de petits flashs en fin de compte qui a été tout au cours de ma vie. Je me suis laissé guider quelque part par mon intuition et par mon cœur. Parfait. Alors justement, on a justement pas mal d'étapes comme ça dans notre vie, notre parcours. Moi, je dis toujours, nous prépare en fait aux prochaines places qu'on prend. C'est ça qui est intéressant. On a vraiment un chemin et c'est ça qui est bien. Souvent, on a un événement ou des événements un petit peu plus prépondérants dans notre vie. Puis tu vois, quand je te parle de réveil, je te mets le R entre parenthèses parce que tout réveil, tout point de bascule, tout déclic, on pourrait l'appeler un petit peu comme ça, souvent nous permet d'ouvrir des pans en nous et dans notre façon d'être, notre façon de voir le monde, notre façon de voir les choses, qu'on va parler quand même aujourd'hui dans cette émission, nous permet de voir les choses un petit peu autrement justement et souvent se dire ah là là mais là j'avais eu ça et puis ça m'a permis de voilà, c'était plus dans ce sens-là, tu vois. Donc effectivement, si tu avais eu un événement dans ta vie ou je sais pas moi, un bouquin, quelque chose qui t'a permis de dire ah là là ouais là je vais tu vois par exemple tu es ancien médecin donc à un moment donné tu as dû je pense arrêter ton exercice. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tu vois, il y a toujours des petits qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que tu as pu opérer cette bascule par exemple à ce moment-là, tu vois, c'est intéressant. C'est-à-dire, c'est déjà pour mes patients m'ont apporté une foultitude de choses au cours de mes 25 années d'exercice. Et je dirais, si j'en suis ici présentement, c'est en grande partie grâce à eux. Donc, c'est vrai que quand j'ai été bercé par déjà dans la religion quand j'étais gamin. Donc là aussi, j'ai suivi toutes mes études chez les franciscains où j'ai été formé, déformé, puis à la fin réformé parce que ils ont plus des questions que je posais. Et donc, je suis maintenant plutôt dans la recherche d'une spiritualité personnelle et sans renier du tout toutes ces religions qui nous apportent toujours énormément d'informations, de réflexions, donc qui sont toujours très passionnantes. Et puis, c'est vrai que j'avais dans mes livres préférés quand j'avais commencé la médecine,
Moody. Il y avait La vie après la vie du docteur Moody qui m'avait beaucoup intéressé. Il y avait aussi le livre de Redfield de la prophétie des anges. Et donc, j'avais beaucoup aimé ce genre de choses. Il y avait aussi le livre des hommes vrais aux hommes mutants, etc. Il y avait des livres qui m'ont ouvert sur des plans, et ce qui était amusant, c'est que, par exemple, sur le livre de Moody, sur ce qu'on appelait à l'époque les NDE, maintenant on les appelle ça les EMI, les états de dominante, eh bien, je l'ai retrouvé dans mon cabinet. Il y avait des patients qui n'osaient pas, à l'époque, ils n'osaient pas en parler, mais voyant que je comprenais de quoi ils en veulent me parler, donc ça a permis d'avancer. J'ai travaillé aussi, j'ai rencontré plein de gens, des personnes remarquables. Je me rappelle comme ça de Maggie Lebrun qui faisait les groupes de prière et qui était une personne absolument magnifique, extraordinaire. Il y a vraiment des personnes qui ont éclairer ma route et de montrer un petit peu toutes les capacités que nous avions en nous et qu'on a tendance toujours à dévaloriser, à nous faire dévaloriser plus exactement, alors que c'est vraiment notre essence qui est là et on a une puissance, une capacité aussi bien sur notre corps, mais aussi sur les autres, mais aussi sur l'environnement, mais aussi on a même vu que certains chocs émotionnels collectifs comme le 11 septembre avaient même modifié pendant quelques instants le champ magnétique terrestre. Donc ça montre la puissance que nous avons en nous et tout est fait pour nous dénigrer, pour nous rabaisser et pour nous remettre dans la matérialité. Et ça, c'était pour ça que j'étais toujours dans tout ce que j'étais toujours le mauvais petit canard de la fable qui posait toujours les mauvaises questions. Alors quand j'ai fait mes études de médecine, j'ai un peu fermé mon bec parce que je voulais obtenir mon diplôme, mais ça n'empêche qu'il y en a quelques-unes qui ont échappé à... C'est bien. On en parle, c'est ça qui fait qu'on en parle, c'est très bien. Ah oui, c'est pour ça. J'entends, il y a quelques étudiants en médecine qui m'envoient un mail en me disant qu'ils étaient dans la souffrance par les études qu'ils suivaient et quelque part la non-communication qu'il pouvait y avoir avec les patients, avec même les attitudes de certains professeurs, etc. Et moi, je leur dis, ils étaient prêts à tout laisser tomber. Et puis je leur dis, surtout pas, vous baissez la tête, vous passez la ligne d'arrivée, vous obtenez le doctorat, et là, vous ferez comme vous l'entendez. Là, vous ferez, à mon sens, si vous posez ces questions-là, à mon sens, vous ferez des bons médecins. Mais bon, ça n'engage que moi. Bon, c'est très intéressant, justement. Alors, justement, aujourd'hui, on va quand même parler de tous ces événements qui se produisent, tous ces nouveaux événements. Bon, forcément, on est en pleine année 2020, Covid 2019. C'est sûr que ça va très bien avec cette actualité, oui. Parce que dans ton dernier ouvrage, La révolution de l'amour, tu poses la question, est-ce que vous voulez que le monde change? Donc forcément, dans une émission qui s'appelle Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, on ne pouvait pas ne pas te demander une interview, parce qu'à un moment donné, on est quand même vraiment là-dedans, au niveau de ce réveil, d'aller transformer des choses, d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour changer les choses à notre juste valeur, parce que je pense que, comme tu viens de le dire, on nous éloigne de notre puissance, on nous éloigne de cette essence qui est juste divine finalement, et qu'on a du mal en fait à aller mettre dans nos vies, dans notre réalité, etc. On est très peu. Et tu poses cette question, moi, qui je trouve est très intéressante. Tu poses le cadre de la révolution de l'amour. L'amour est essentiel. Hein, quand on parle d'essentiel dans cette émission, on parle d'amour, justement. Ça revient à l'amour parce que c'est notre plus grande puissance. Alors,
on va un petit peu balayer différentes choses de ton ouvrage qui est très complet, qui est très puissant. Il y a toute une partie, on va dire, plutôt théorique, comme on parlait en off tout à l'heure, et puis une partie très pratique, avec un CD inclus, etc., de 34 minutes, hein, d'ailleurs, avec une méditation que tu as réalisée pour nous aider à vivre la révolution de l'amour. Donc, une fois qu'on a vraiment intégré et lu intégrer ce magnifique ouvrage. Moi, j'ai envie de te demander, pour commencer, qu'est-ce que c'est pour toi une révolution? Parce que moi, j'entends le mot réveil, j'entends évolution, enfin, c'est quoi pour toi une révolution? Je pense que la révolution, c'est un changement de paradigme, tout simplement. Un pansement. On change complètement nos, notre manière de fonctionner, nos buts, nos, nos, nos envies, etc. Et quelque part, ces buts, ces envies ont déjà été placés. D'ailleurs, ils sont placés au fronton de toutes nos mairies, liberté, égalité, fraternité, je dirais. Mais oui, mais on aimerait bien voir le résultat. Et en fin de compte, on a créé une société qui est bien distante, bien éloignée de tout ça, en France, mais je dirais encore plus à l'étranger. Alors, c'est vrai que c'est un changement de paradigme parce que est-ce qu'on est vraiment sur Terre pour avoir la plus grosse télévision ou la plus belle voiture? Est-ce que notre société est-il vraiment nécessaire que notre PIB ne cesse d'augmenter, de s'élever, alors qu'on sait très bien que cette élévation du PIB s'accompagne de pollution, de dégradation de la planète, de l'usure de nos matières premières, etc. Donc, on sait très bien que le monde dans lequel on est va être appelé à changer. Va être appelé à changer. Alors, il va appeler à changer. Aujourd'hui, et je tiens à préciser aussi que quand j'ai écrit ce livre, il n'y avait pas d'épidémie de Covid. Elle n'était pas encore présente. Et je dirais que cette épidémie n'a fait que accélérer le processus où on se retrouve tous dans la peur. La peur, surtout, on est tous dans l'inquiétude parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Vous voyez, ils ferment les restaurants, ah bah non, puis on va les rouvrir, non, mais c'est possible jusqu'à 12h, 22h, etc. Il y a des incertitudes, on ne peut plus se projeter par rapport à l'avenir. Donc, il y a le confinement, la distanciation, le port de masque, etc. Donc tout ça, ça nous met dans des situations où on est dans des états de peur, et alors qu'il faut retrouver justement vraiment ce que nous sommes, retrouver, renouer avec ce que l'on est, et justement cette révolution de l'amour n'est pas une révolution qui va aller dans l'opposition ou dans la révolution dans la rue. Moi, j'ai été bercé parce que j'étais encore un petit adolescent à l'époque, mais j'ai connu 68. Alors, ça fait commence à faire. Pour ça que j'ai des cheveux blancs. J'étais aussi sur les barricades, mais bon, j'étais un gamin à l'époque, mais j'y étais. Mais c'était super parce que c'était une époque aussi où on gagnait des droits. On gagnait des droits. Et en fin de compte, depuis cette époque-là, en fin de compte, on est dans les manifestations pour essayer de ne pas perdre ces droits qui, en fin de compte, nous sont rognés d'année en année. C'est une véritable peau de chagrin. Alors, le sous-titre, un des sous-titres que j'ai mis dans cet ouvrage, c'était que la prochaine révolution de l'amour ne se passera pas dans la rue, mais dans les cœurs. Pourquoi elle ne se passera pas dans la rue? Parce que on voit bien les manifestations qui se passent aujourd'hui. Par exemple, les manifestations qui a eu lieu avec les Gilets jaunes au tout départ étaient des manifestations qui étaient, à mon sens, magnifiques, où il y avait d'un seul coup, tout le monde était réuni, toutes les classes sociales, toutes les origines ethniques, tous les âges étaient réunis, et ça a été dénaturé par des mouvements oui. Bref, par des mouvements. On va pas aller plus loin. Et puis, donc toujours, ça se finit en bagarre maintenant, en bagarre générale. Et donc, et ça renforce à chaque fois l'État. Et à chaque fois, ça nous fait perdre toujours un peu plus de droits parce qu'il y a des attentats. Donc, il faut que vous soyez filmé, il faut que vous soyez ceci, il faut que vous soyez cela. Donc, à chaque fois, on perd des nouveaux droits. Donc, ça. Pardon? Le prétexte A, finalement, d'enlever à chaque fois des choses.
quelles actions? Après ça, pour moi, c'est un prétexte A, et je pense même qu'il y a eu beaucoup c'est moi qui en parle, mais je pense qu'il y a eu beaucoup aussi d'agressivité sous faux drapeau, etc. Mais bon, peu importe. On va pas rentrer dans ce débat-là qui est désagréable et litigieux, et ça nous met que dans la colère, et justement, c'est ce qu'il faut éviter. C'est pas très constructif, donc. Voilà, faut être constructif en disant, OK, bah, l'État s'est renforcé de plus en plus, et donc la notion de révolution et aller tout casser, on sait toujours où est-ce que ça nous a amené. Ça nous a amené toujours soit des dictateurs, soit des nouvelles personnes qui faisaient la même chose que les précédents, simplement en présentant un peu le chose. On est passé de la monarchie à une oligarchie aujourd'hui. Il faut pas se leurrer non plus. Hein. C'est pas encore une république. L'étape suivante, c'est si on était véritablement en république, une vraie république avec des gens qui seraient des députés, qui seraient sortis du rang et non pas qui seraient sortis des grandes écoles. On commencerait certainement à faire et animé par l'idée tout simplement, sans chercher plus loin déjà liberté, égalité, fraternité, on aurait déjà fait un énorme progrès, hein, ça c'est clair. Mais tout ça, si vous voulez, à mon sens, c'est, comme on dit maintenant, c'est has-been. C'est has-been, ça. Et donc, il est temps de regarder, on veut quelque chose de mieux encore, quelque chose de plus beau, de plus fort. Et c'est vrai que quand j'avais terminé mes études de médecine, j'avais été bien formaté pendant toutes ces années et j'avais besoin d'air. Et donc, je suis parti avec mon sac à dos sur le dos. C'est super. J'ai fait le tour du monde. Je raconte pas tout ce que j'ai vu, mais j'ai vu une multitude de pays. Et comme j'étais routard, je vivais le plus chichement possible. Et j'étais avec les populations locales. Et en fin de compte, tout le monde ne veut qu'une chose, c'est être heureux avec la famille, avoir de quoi manger pendant le repas, avoir un toit au-dessus de la tête et d'être en paix avec ses voisins. Et c'est ça ce qu'on veut tous. On cherche pas plus. Et donc, qu'est-ce qui nous divise? Qu'est-ce qui nous divise? Qu'est-ce qu'on nous fait diviser? Aujourd'hui, on est tous divisés, religion contre religion, homme contre femme, génération contre génération, pays contre pays, etc. Alors qu'en fin de compte, on attire tous à un dénominateur commun, c'est de l'union, et qu'on vienne nous ficher la paix, tout comme on viendra ficher la paix aux autres. Et ce qu'ils font, ce qu'ils pratiquent, ce qu'ils veulent, ça n'a aucune importance à partir du moment où on ne vient pas nous obliger à quoi que ce soit. Voilà. Et donc, c'est ça qui était le premier pas, c'est le premier pas. Et puis, avec le temps, j'ai vu aussi comment la puissance de notre pensée était agissante sur les personnes. Il y a des études médicales ou paramédicales qui ont été faites, qui ont montré qu'une pensée positive interférait sur notre environnement, les gens de notre environnement. Et donc ça, c'est vraiment important. Et il y a même d'autres études par rapport par exemple, à l'expérience de l'histoire des 100 singes, comme on dit. Il y a aussi un philosophe indien qui avait travaillé là-dessus, et on pense que s'il y avait vraiment une minorité, on n'a pas besoin d'une majorité pour faire changer les paradigmes. On a besoin que d'une minorité qui soit animée du même esprit pour arriver à changer. Et justement, quel esprit que l'on veut mettre dans la vie? Qu'est-ce que tu veux dans l'avenir? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu rêves comme monde, toi, Valérie? Un monde d'amour, un monde de partage. La vibration de l'amour, justement, moi, je fais tout dans toutes mes actions, dans toute ma façon d'être. Tu parles d'état d'être, d'état d'esprit. Justement pour contribuer à augmenter cette vibration d'amour sur notre terre. Pour le coup, moi, c'est justement pour ça que ton livre m'a profondément parlé, mais vraiment profondément, parce que tu parles du fait que on a vraiment une attitude, comme tu dis, ça se passera pas dans la rue, ça se passera plutôt individuellement. Je partage complètement ton avis, parce qu'à un moment donné, je pense que c'est aussi une posture, une attitude à avoir envers soi-même, par M''AIME, par amour pour soi, et ensuite se mettre aux autres, justement, par amour pour les autres, par amour pour notre terre, par amour pour ce qu'on veut voir
se déployer dans le monde finalement, et j'estime que ça part de nous. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Donc clairement, oui. Non, j'allais appuyer ton temps. On ne peut pas aimer les autres si on ne commence pas par s'aimer soi-même. Non, tu parles longuement dans le livre. C'est pour ça que je vous conseille vraiment après d'aller commander le livre. Je vous mettrai le lien bien entendu en descriptif. Je vous expliquerai tout ça en fin d'émission. Mais à un moment donné, effectivement, je pense que tu parles du libre arbitre aussi tout de suite au début du livre. Moi, c'est quelque chose que je prône. Notre libre arbitre, pouvoir. Notre plus grand pouvoir n'est pas la République, les présidents et tout ça. Notre plus grand pouvoir, on l'a en nous. Et tu en parles très très bien dans le livre, et j'aimerais qu'on en parle dans l'émission, parce que justement, quand on se réveille et qu'on se rend compte, qu'on prend conscience que notre plus grand pouvoir est en nous, et que c'est notre libre arbitre, c'est cette liberté qu'on a et d'avoir le choix, en fait. Ben voilà, moi je te rejoins complètement. Et c'est clair qu'après, une fois qu'on a réussi à intégrer certaines choses, tu en parles très, très bien dans le livre, on va parler de plusieurs choses aujourd'hui, ça ne suffira pas d'une émission, après vous découvrirez le livre, mais il est très très complet et très pratique aussi, c'est vraiment ce que j'ai aimé, parce que j'estime que c'est bien de savoir qui on est, savoir prendre conscience de certaines choses en nous, Luc, mais à un moment donné, il faut aussi l'appliquer dans la matière, l'appliquer dans la vie. Tu parles de matière beaucoup, tu parles de physique quantique, on va en parler. Moi, j'ai envie qu'on parle là tout de suite, tu vois, on va pas attendre trop, mais moi, j'ai envie qu'on parle quand même du niveau vibratoire. Tu commences le livre par ça, tu expliques qu'il faut élever le niveau de conscience. Notre niveau de conscience, c'est important d'élever notre niveau de conscience. La première question que je pose dans mon émission, qui a été ton plus grand réveil, ton plus beau réveil, va avec ça finalement, parce qu'en fait, tous ces petits réveils, tous ces grands réveils qu'on vit, tout ce cheminement qu'on prend finalement, tout ce cheminement qu'on a, ce sont des niveaux de conscience qui élèvent notre niveau vibratoire, notre conscience. Donc j'aimerais que tu en parles, tu nous donnes un petit peu ta vision des choses sur ça fait quand même beaucoup de chemin là-dessus, et je suis très heureuse que tu puisses nous en parler aujourd'hui, parce que le niveau vibratoire, c'est très, très important, ce niveau de conscience. Qu'est-ce que c'est? Oui, ce niveau vibratoire est un élément essentiel pour, je dirais quelque part, la réussite de la révolution de l'amour. Parce que c'est évident que, d'abord, le premier point, c'est qu'il faut qu'il y ait des personnes qui ont envie de vivre cet amour. Alors ne vous faites pas non plus, ne vous inquiétez pas non plus, l'amour, c'est pas quelque chose, c'est pas un déclic, tiens, aujourd'hui je vais être dans l'amour et machin, etc. Ça s'apprend par l'intégrité, on commence par le partage, la compréhension, la compassion, puis au fur et à mesure, on essaie de placer l'amour et le pardon dans nos décisions, etc. Donc ça, c'est les premières bases avant d'arriver à l'amour, parce que on n'a tellement pas l'habitude, on n'est pas dans une société qui est sans amour. Donc il faut bien le comprendre. Donc d'un seul coup de remettre ça, l'amour, c'est un bien grand mot, et il faut d'abord le vouloir et le placer dans toutes nos petites actions, dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Et il faut vraiment faire attention, et ça demande un effort au départ. C'est pas tout ça. Alors c'est vrai que si on part de ça, comme je vous l'ai dit, ça irradie sur tout le monde autour. Donc ça, c'est clair. Donc, au fur et à mesure, quelque part, si on change nous, eh bien, quelque part, ça va irradier sur les autres. Les autres en feront ce qu'ils en voudront, parce que c'est leur libre arbitre aussi. Mais peut-être aussi que ça va éveiller, pour reprendre ton expression, ça va éveiller d'autres personnes, et ça va faire un petit... Pareil, c'est un bien grand mot. J'emploie souvent éveiller, mais c'est s'ouvrir, en fait, ouvrir son esprit. Oui, voir un petit peu nos véritables capacités. Et en fait, donc tout ça, je dirais quelque part, ça a été dit. Il y avait même sur le site Gandhi qui disait soyez le changement que vous voulez dans le monde. Donc ça a toujours été dit. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre d'autrefois et aujourd'hui? Et autrefois et aujourd'hui, il y a un élément extraordinairement important qui se passe sur la Terre depuis maintenant. On est en 2020, ça a commencé dans les années 90, mais ça a commencé tout doucement et puis ça va crescendo, c'est-à-dire c'est une montée de la vibration de la Terre.
Alors c'est vrai que on n'a pas d'appareil scientifique, on a des mesures de la fréquence de Schumann. Bon, je rentrerai pas dans les choses techniques. On repère ça beaucoup par, je dirais par la radiesthésie, par la soin énergétique, etc. On voit ce niveau vibratoire de la Terre qui augmente. Et d'ailleurs, ça correspond grosso modo à ce qu'on nous disait. On arrive dans la fameuse ère du Verseau. Tout le monde ne s'accorde pas à savoir quand est-ce que l'ère du Verseau, il y en a qui disent qu'on y est déjà, d'autres que ça va venir plus tard. Enfin bref, tout ça, on s'en fiche. C'est pas. Voilà, on est en travail. On passe derrière du Verseau. On est en train de. Voilà. Mais pareil, il y en a On beaucoup va, qui on va y aller. On va y aller. Et donc, ça, c'est une montée du niveau vibratoire. Et ça, on le voit. On peut déjà le voir, de voir les conséquences, parce que déjà, par exemple, aujourd'hui, il y a plein d'enfants. Allez, je vais prendre le mot anormaux. Je le mets bien entre guillemets, hein, anormaux. Alors, je vais parler des autistes, je vais parler des enfants indigos, je vais parler des enfants arc-en-ciel, des enfants qui ont des troubles de l'attention. Donc, tous ces enfants, on a tendance à les mettre quelque part dans un paquet, dans le même paquet, en disant ce sont des anormaux, ils ne sont pas adaptés à notre Terre. Oui, ils ne sont pas adaptés à notre Terre, mais ils ne sont pas adaptés à notre civilisation. Voilà. Donc, par contre, si on leur en donne les capacités, je suis sûr que ces êtres sont capables de se développer des talents qui pourraient servir énormément à notre société. Mais tout simplement, c'est pas un hasard si aujourd'hui il y a de plus en plus d'enfants qui naissent avec ces nouvelles capacités. C'est des nouveaux talents, c'est une nouvelle humanité qui est en train d'arriver. Après ça, moi je dis, mais regardez aussi les chiens, les animaux, ils ont aussi changé d'attitude. Moi, je dis toujours, ça me fait rire parce que autrefois, quand il y avait deux chiens qui se rencontraient dans la rue, ils étaient là sans arrêt en train de se renifler l'arrière-train pendant 20 minutes. Et là, aujourd'hui, bon, ils se reniflent une fois l'arrière-train pour faire connaissance, et puis après ça, ils s'assoient, c'est comme s'ils discutaient. Il y a des échanges, notre monde est en train de changer. Et cette élévation du niveau vibratoire de la Terre va faire qu'on va monter vers de plus en plus de conscience, vers une conscience de plus en plus élevée. Mais, et j'aime pas ce mais, c'est qu'on est dans un monde de dualité. Donc, qui veut dire que si ça monte d'un côté, ça descend de l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, aujourd'hui, c'est là aussi, on est attiré, et là, je veux dire, l'épidémie de Covid, on est un magnifique exemple, c'est on nous bloque dans la matérialité. Or, si vous voulez prévenir le Covid sur le plan énergétique, la meilleure façon de prévenir le Covid, c'est de monter votre niveau vibratoire. Parce que les infections se situent sur des bas niveaux vibratoires. Quand vous êtes dans la matérialité, dans la peur, vous êtes sur le niveau de l'infection. Oui. Si vous êtes dans les niveaux vibratoires plus élevés, vous êtes à même de faire face normalement. Vous savez, bon, on va pas faire des généralités, non, mais vous êtes fait vous n'allez pas être touché par ce virus. Et là, ce qui fait que d'un côté, le monde nous attire d'un côté, ce qui se passe aujourd'hui nous tire d'un côté, on a tous envie de développer notre conscience de l'autre, et là, on est quelque part avec notre curseur au milieu. Et donc là, on varie un petit peu et on souffre, parce que de temps en temps, on tombe dans la matérialité alors qu'on aspire à autre chose, mais on se dit, bah oui, mais on est bien obligé de porter le masque, on est bien obligé de baigner sa vie pour gagner pour les enfants, etc. Ce que je comprends tout à fait bien. On va pas lutter, on lutte pas contre le système. Moi, je dis, on ne lutte pas contre le système. Par contre, on essaie de placer quelque chose d'autre à côté. Et si ce quelque chose d'autre est vraiment vivant, vivable, efficace, il va mettre en place quelque chose de nouveau. Il va même permettre de transformer éventuellement l'esprit de nos dirigeants. Et donc, d'un seul coup, les choses se passeront d'une manière tranquille et sans heurts, sans guerre, sans bagarre. Parce que même parmi les forces de l'ordre, il faut bien savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont éveillés et qui souffrent aussi dans cette optique-là. Donc, voilà, donc c'est pour ça que cette montée du niveau vibratoire de la Terre aujourd'hui nous a décuplé la puissance de notre esprit, la puissance de notre mental, la puissance de tout ce qu'on peut émettre de notre être. Et donc, ça peut faire que cette révolution de l'amour sera beaucoup plus efficace, parce que aussi, quelque part, le temps est venu
de changer de paradigme parce qu'on a vu tellement de guerres et encore aujourd'hui, et on regarde et on voit bien dans quel marasme ça laisse tout le monde, qu'il est peut-être temps de réfléchir autrement que d'aller envoyer des petits soldats et des canons tuer l'adversaire. Et je reprends 68. 68, on disait les coups de matraque sur la tête n'ont jamais changé les opinions des personnes qui les ont reçus. Eh non. Alors justement, dans le livre, je vais en citer quelques-unes, mais nos très chers auditeurs pourront découvrir justement toutes les solutions concrètes, tous les exemples, tous les conseils que tu donnes, parce que le livre est extrêmement complet, je le répète. Par exemple, pour élever son niveau vibratoire, tu dis, donc tu parles d'un mode de vie sain, de la gestion du stress, d'une vie en pleine conscience. Tu parles de différentes choses. Tu parles du sourire, du smile, de cet état d'être aussi. Donc, ça m'a fait plaisir. Ça m'a beaucoup parlé. C'était intéressant. Et justement, ce sourire, c'est cette connexion au cœur, cette intelligence du cœur dont on va parler brièvement. On ne pourra pas tout dire dans l'émission parce qu'il faudra quand même que nos très chers auditeurs puissent découvrir aussi en profondeur ce que tu nous partages dans l'ouvrage. Mais voilà, je voulais quand même partager quelques pistes pour élever son taux vibratoire pour ceux à qui ça parle pas trop encore, parce que justement, hein, chacun s'ouvre au fur et à mesure, chacun est en chemin. Et voilà, nous, c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années qu'on chemine là-dessus, donc pour nous, c'est assez clair. Mais voilà, je voulais parler de ça un petit peu rapidement pour éclairer concrètement certains qui nous écouteraient. Alors justement, Luc, on parle de ce niveau vibratoire, de cette conscience, de cette ouverture d'esprit, donc qui va avec la façon de gérer nos pensées. On en parle beaucoup actuellement avec le développement personnel qui a explosé ces dernières années. Limite qui est conceptuel parfois, hein, donc faut quand même revenir dans le cœur pour le coup. Comme tu nous parles de la révolution de l'amour, j'aimerais qu'on parle justement de l'intelligence du cœur. Bien sûr, ça commence par le chakra cœur, mais bon, tu parles du rythme cardiaque, tu parles du champ électromagnétique, on va pas pouvoir tout aborder dans l'émission, mais j'aimerais, moi, avoir ta vision de l'amour, justement, avec cette intelligence du cœur, la puissance de l'amour, qui est un état d'être qui est différent des émotions, c'est ce que tu dis dans ton ouvrage. En quoi on peut mettre en place chacun à notre place, dans notre vie, individuellement et puis après collectivement. Mais tu dis que ça ne se passe pas dans la rue. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça se passe nous, avec une décision à prendre, une posture à avoir, une attitude. Qu'est-ce que tu pourrais, comment tu pourrais nous dire cette intelligence du cœur, comment toi tu la vois dans cette révolution de l'amour, s'il te plaît? Bah, pendant longtemps, on a considéré que c'était le cerveau qui était tout puissant. Donc, qui était le. Bon, je ne rentrerai pas dans le débat aujourd'hui de où se trouve la conscience, mais bon, bref, passons. Mais après ça, on a développé un peu la notion des intestins. On a parlé du deuxième cerveau avec les intestins, et Dieu sait qu'on s'aperçoit aujourd'hui de l'importance, par exemple, de la flore intestinale sur beaucoup de fonctions, mais le cœur a été laissé un petit peu de côté alors que c'est un élément essentiel. Essentiel en sens que quand vous vivez un événement, quand on vit un événement, c'est lui qui le reçoit en premier. C'est lui qui le reçoit en premier et c'est lui qui informe le cerveau alors qu'on pensait que c'était exactement l'inverse. Le cœur, c'est le centre du ressenti. D'ailleurs, on a tous eu dans notre vie, par exemple, un choc qui nous a fait du mal et on a senti, crac, quelque chose comme si ça se serrait dans notre poitrine. Et donc, ça montre bien que le cerveau du cœur a tout de suite réagi. Et inversement, le cerveau, on voit ça un petit peu avec la cohérence cardiaque, quand on fait une respiration calme, régulière, de 6 respirations par minute, etc. Donc, d'un seul coup, on arrive à retrouver son calme, l'organisme, les métabolismes de l'organisme s'harmonisent, etc. Donc le cœur, c'est vraiment le siège de l'intuition, et c'est là que quelque part, quand on a un choix à faire, eh bien, déjà c'est le cœur qui donne déjà la première réponse. Après ça arrive le cerveau, et on s'est même rendu compte que
là, par une étude médicale, que la décision, une décision était prise quelques fractions de secondes avant que le cerveau ne la prenne. C'est énorme, hein, oui, c'est vrai. C'est énorme. Donc, voilà. Donc, après ça, c'est sûr qu'on a le cerveau de la raison d'un côté, on a le cerveau du cœur. Les deux sont utiles, mais le cerveau du cœur nous indique toujours la voie, la route à prendre. Voilà. Donc, la route qui semble la plus juste pour nous et pour les autres. Et c'est pour ça que ce livre, il est à la fois dans la raison, je donne plein d'explications raisonnables, scientifiques par rapport à ça, mais aussi il se lie avec le cœur. Et c'est là aussi, c'est pour ça aussi que la méditation qui est incorporée dans le CD est très importante parce que là encore, on fait un voyage dont on n'a pas envie de revenir. Et donc, cette puissance du cœur est extrêmement importante. Elle a un champ magnétique, par exemple, déterminé par le cœur, qui est 100 fois, 1000 fois plus important que le champ magnétique libéré par le cerveau. Donc, c'est vraiment une compréhension nouvelle de l'individu qui est faite déjà, même scientifiquement, médicalement, déjà par rapport à ça. Après ça, nous, quand on arrive quelque part, quand on rencontre quelqu'un, quand on a quelque chose à faire, quelque part intuitivement, on a déjà la réponse. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que tu parles de s'écouter, d'écouter. Je pense s'écouter à l'intérieur, mais écouter aussi un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. On a des vies qui sont à 100 à l'heure. On fait en sorte, notre société fait en sorte qu'on ait des vies à 100 à l'heure et forcément, ça nous enlève de cette écoute subtile, j'ai envie de dire, cette écoute fine, cette finesse, cette justesse finalement qu'on a dans notre cœur. Et d'où l'importance de faire des émissions comme ça parce que ça permet justement de replacer au cœur, au centre, l'essentiel de ce qui fait que… Et on peut l'expérimenter d'une manière très simple aussi. Hein. Moi, je sais maintenant que j'ai pris l'habitude de lui obéir sans demander d'explication. Parce que je vais donner un exemple. Par exemple, je vais faire des courses et puis j'achète des steaks ou je sais pas, peu importe. Et puis j'en prends deux. Et puis il y a une petite voix qui me dit non, il faut que tu en prennes trois. Donc, bon, maintenant j'ai appris, j'en prends trois. Puis en fin de compte, bing, il y a un ami qui arrive justement à la maison, et puis voilà. Et c'est fait plein. Et donc ça fait des petits côtés humoristiques de temps en temps. On se dit mince, mais et j'ai appris un petit peu à lâcher prise par rapport à ça. Donc ça peut commencer par des petits éléments, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a la raison. La raison, elle nous met souvent des bâtons dans les roues, mais d'un autre côté, elle est utile également. Et souvent, ce qui est important, c'est quand les deux concordent. Parce que vous voyez, dans la révolution de l'amour, vous verrez que ça résonne tout de suite en nous. Mais d'un autre côté, il y a la raison qui est là en disant oui, mais c'est de l'utopie, qu'est-ce que tu peux faire, toi tout seul, un méchant petit vermisseau parmi une population. Mais comme je crois que c'était le Dalai Lama qui dit si vous croyez que vous êtes trop petit, essayez donc de dormir avec un moustique dans votre chambre. Et donc c'est un peu la même chose, c'est que bien sûr nous sommes tous petits, mais c'est l'addition. Donc cette révolution de l'amour se passe d'abord chez nous, individuellement, puis après ça, elles vont se passer au niveau collectif. Et plus nous serons nombreux à changer, et mieux ce sera. Et je m'amuse, moi, de temps en temps, je m'amusais quand j'habitais à Paris. Quand je descendais dans le métro, je voyais tout le monde très triste, machin. Et puis, d'un seul coup, je me connectais sur les énergies, puis j'envoyais plein d'amour dans le wagon. Et puis, j'étais heureux parce que de temps en temps, boum, je voyais un œil, un petit sourire, un petit machin. Voilà, donc les personnes qui s'éveillaient, voilà. Oui, justement, ça ouvre aussi le cœur des autres finalement quand on ouvre le sien. C'est ça que tu es en train de nous dire finalement. Alors, tu as toute une partie justement dans l'ouvrage sur est-ce une utopie. Donc, je réponds que non et moi je suis non, ce n'est pas une utopie. Je vous laisserai découvrir ça parce que c'est important
de voir un petit peu, pareil, quels obstacles on se met entre toutes ces croyances, ces blessures, etc., tout ce qu'on vient un petit peu expérimenter en tant qu'être incarné. Mais ça, vous lirez tout ça, je pense que c'est intéressant. Vous avez toute une partie où vous avez possibilité de vraiment mettre en place concrètement les choses dans cette révolution de l'amour. Et tu parles justement un petit peu, on en a déjà parlé tout à l'heure et puis on va finir peut-être là-dessus, mais tu parles justement de ne pas laisser notre power, notre pouvoir. Et je te rejoins, on est encore sur le libre arbitre, on est encore sur cette puissance de l'amour, cette puissance du cœur qui est bien plus puissante que celle qu'on veut bien nous faire croire finalement dans notre société. Et moi, j'ai envie de finir l'émission là-dessus parce que quel conseil, toi, tu pourrais nous donner pour garder ce smile, cette puissance du cœur, cette connexion en direct au cœur, justement, qui fait que ça va permettre de réguler tout le reste, hein? Déjà, il faut bien comprendre que la puissance que nous avons individuellement doit faire peur à certains dirigeants. Je dirais, je parle pas forcément de notre pays, mais d'un peu partout, parce que cette puissance, tout est fait justement comme de par hasard. Il y a par toute cette situation qui est terrible en France. Et qui nous met à bas. Donc le plus important, à mon sens, c'est déjà de savoir ce que l'on veut, c'est-à-dire de reprendre son power. Quelque part, qu'on m'oblige à mettre un masque, quelque part, je vous dirais que je m'en fiche, parce que ce qui est le plus important, c'est ce que j'ai moi dans ma tête, ce que j'ai moi dans mon esprit, et je pense que ce que je peux faire en travaillant sur l'amour, en travaillant sur les autres, etc., est bien plus important que de se révolter contre le masque, etc. Sans quoi, ça n'empêche pas de participer à des actions qu'on pourrait juger liberticides, et je suis bien d'accord par rapport à ça. Mais d'un autre côté, il faut pas perdre de vue l'essentiel. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut monter qu'est-ce qu'on veut dans notre vie et qu'est-ce qu'on veut monter comme société? Ok, donc à ce moment-là, partant de se dire, moi je veux une vie harmonieuse dans l'amour, dans la compassion, etc. Donc, avant d'attendre ça des autres, commençons à le monter nous-mêmes. Et les autres, nous l'apporterons. C'est dans ce sens-là que ça va se passer. Ouais. Et puis après, pour changer l'humanité, eh bien, aujourd'hui, on a le choix. On a le choix de se dire, soit on se met dans la révolte, dans la révolution, etc. On fait des manifestations, ce que je ne critique pas, mais vous savez très bien que il y a des débordements, et puis de toute façon, tout sera fait, même si vous êtes 500 000 à venir, on dira toujours que vous n'étiez que 5 000. Donc, tout est fait pour minimiser ce genre d'action. Donc, soit on fait dans l'action, je dirais, active, soit on est complètement en disant, bon, advienne que pourra, etc. Mais justement, la révolution de l'amour est une troisième voie, c'est-à-dire c'est qu'on n'est pas dans l'inaction, on n'est pas dans la révolte, on est dans quelque chose qu'on veut mettre en place d'une manière individuelle. Et individuelle, comme je vous ai dit, ça va se répandre tout autour de nous. Et le livre est un rassemblement aussi. Mais rassemblement, moi, je suis pas pour les rassemblements de faire des grandes réunions avec 2000, 3000 personnes, parce que c'est souvent mal compris. Et puis en plus, à l'intérieur, il y a souvent des petits de brebis galeux. J'en dirais pas plus. Et donc, il est mieux de travailler tranquillement chez soi. Qu'on ait 7 ans ou qu'on en ait 97, ça n'a aucune importance, on a le même pouvoir. Et donc, de commencer à se recentrer sur le moment présent. C'est déjà le numéro un. Parce qu'aujourd'hui, là où on est très fort au niveau des informations, c'est qu'on nous mélange à la fois ce qui est, ce qui a été ou ce qui pourrait être. Et là, on est complètement perdu. Donc, restez centré sur ce qui est, ce qui se passe autour de vous dans votre vie. Recommencez à refaire bien des choses qui vous recentrent. Ça peut être la méditation, ça peut être la prière, ça peut être les balades dans la nature, ça peut être des activités artistiques, ça peut être moult choses qui vous permettent de vous recentrer. Et puis, réfléchissez. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, après ça, cette notion de révolution de l'amour, bien sûr, si on maintient
une position d'équité, de partage, de justice, de compassion au cours de toute notre vie, c'est parfait, c'est là le but. Mais il faut bien comprendre qu'on est humain. Il va falloir que ça va se faire progressivement jusqu'à atteindre peut-être le niveau de l'amour, où là, on va se mettre à rayonner autour de nous. Et là, vous savez, je vais souvent faire un petit exercice quand je fais des stages ou des ateliers. Je mets les personnes deux par deux. Et puis je dis, il y en a une des deux qui va envoyer de l'amour à l'autre pendant que l'autre se met en réception. Et au bout d'une minute ou deux, on inverse les rôles. Et on s'aperçoit en fait que quand on est dans cette énergie-là, eh bien tout simplement, on est bien. Quand on en reçoit, on est bien. Quand on le reçoit, on est bien. Et même en sachant qu'on est bien en le faisant ou en le recevant, on continue de se complaire dans la jalousie, dans la rancœur, dans la rancune, etc., qui nous minent, qui nous bouffent notre énergie et notre morale. Alors, c'est pour ça que il faut prendre conscience, on est humain, ça se fait tout doucement, ne soyez pas trop dur, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais déjà dans le vouloir, et puis en le mettant peu à peu en action dans votre vie, en chassant les pensées négatives aussi bien sur vous que sur les autres, et en mettant toujours du positif. Et c'est pour ça que M. Coué avait raison en disant de jour en jour, à tout point de vue, ma vie s'améliore. Et c'est vrai. Et c'est comme ça qu'il faut voir, tolérer un petit peu, essayer de comprendre les autres, et puis malgré tout ce qu'ils peuvent faire, dire, etc., toujours continuer de leur envoyer de l'amour, même à des dirigeants qu'on n'apprécie pas forcément. C'est important parce que si on envoie de l'amour à quelqu'un, on fait monter son niveau vibratoire. Et obligatoirement, si on est nombreux à pouvoir le faire, ça changera sa manière de voir et son paradigme. Tout doucement, tranquillement. C'est ça. Doucement. On viendra pas te voir un soir, dis donc Valérie, il y a la police qui est là parce qu'il paraît que tu as envoyé de l'amour à Macron. Tu sais que ça va pas aller, ça, hein, tu vas te retrouver en prison à ce moment-là. Puis qui peut vous en vouloir de lui envoyer de l'amour? Qui? Donc, il va falloir faire des... C'est pour ça que d'envoyer de l'amour autour de soi, aux personnes qui sont dans des systèmes, il y avait une phrase qui était magnifique, c'était aime-moi quand je le mérite le moins, parce que c'est là que j'en ai besoin le plus. Exactement. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Mais écoute, je pense que ça va être un des mots de la fin de l'émission qui touche à sa fin, parce que je pense que effectivement, ça devient puissant en fait quand le pouvoir est couplé à l'amour justement. Et je pense que c'est là toute la petite nuance de notre société, c'est que l'amour est peut-être un petit peu oublié en route et est remplacé par la peur, pour faire le lien avec ce qu'on disait en début d'émission, Luc. Alors, je rappelle à mes très chers auditeurs donc que je vous le montre à la vidéo si vous regardez notre émission en vidéo, sinon vous l'aurez en podcast. Dans le descriptif sous l'émission, je vous mets le lien pour commander donc l'ouvrage, le dernier ouvrage de Luc Baudin, La Révolution de l'amour. Vous voulez que le monde change, alors rejoignez la Révolution de l'amour. Ensemble, nous pourrons transformer le monde, aux éditions Guy Trédaniel. Merci beaucoup, Luc, pour ce moment partagé. Je vais lire une petite citation que tu as mis dans l'ouvrage pour terminer l'émission. C'est Gustave Le Bon qui disait « Nos actes ne sont éphémères qu'en apparence. Leurs répercussions se prolongent parfois pendant des siècles. La vie du présent tisse celle de l'avenir. » Donc, soyons dans le présent et faisons le qu'il faut. Ayons la Je voudrais préciser pour tous les auditeurs et spectateurs qu'en fait, cette révolution de l'amour, bien sûr, ça demande un changement par rapport à nous, mais inversement, il peut y avoir une action que nous pouvons faire tous individuellement à travers de chez nous et qui ne peut prendre que quelques minutes par jour. Et je montre un petit peu le processus pour envoyer de l'amour à tout ce qui nous environne, proche ou lointain. Et donc, ce processus ne prend que quelques minutes, tout ce que vous pouvez. Ça peut être 2 minutes, ça peut être un quart d'heure, ça peut être 1 heure. Ce que vous voulez, ce que vous ferez sera bien. Mais vous pouvez le faire aussi dans le métro, quand vous êtes dans les transports en commun, etc. Et ça, si vous voulez, c'est que plus nous serons nombreux à faire ce petit processus, ce petit procédé, eh bien, plus
là, à ce moment-là, l'égrégore de cet amour va commencer à s'étendre sur cette terre et on va pouvoir commencer à espérer pouvoir changer les paradigmes et la vision du monde. Donc ça veut dire que ça demande qu'un tout petit, je dirais même pas, même pas du travail, parce que quand on est dans cette énergie-là, c'est que du bonheur, mais ça ne nécessite que quelques instants, que vous pourrez sera bien. Ouais. Voilà, donc je voulais préciser parce que c'est vraiment la clé de voûte du succès, et vous l'avez compris, plus on sera nombreux à pouvoir le faire, tranquillement chez soi, quand on le voudra, et sans aucun souci, et plus on le fera longtemps, mieux c'est, mais ça n'a vraiment, il n'y a aucune obligation, il n'y a aucun jugement, et là, c'est la troisième voie. En dehors de la violence, en dehors du laisser-faire, la troisième voie qui nous permet de transformer notre société. Voilà, mais voilà, affaire à suivre. Merci beaucoup, Luc, pour ce partage de cœur, justement. Je pense que tu vas faire vibrer très fort le cœur de nos auditeurs. Merci à toi d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve pour une nouvelle émission très bientôt, mes très chers auditeurs. Passez une très belle journée. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.